Bonjour à tous, aujourd'hui 9 février 1450, la mort mystérieuse de la première maîtresse officielle d'un roi de France, Agnès Sorel. Avec elle sont morts l'esprit, la beauté, la décence. Plus blanche que le cygne, plus vermeille que la flamme, Agnès la Belle repose maintenant au fond de la terre. Jacques Millet, poète français du XVe siècle. « 2000 ans d'histoire. C'est un des tableaux les plus célèbres et les plus audacieux du Moyen-Âge. Au milieu du XVe siècle, à l'époque où le nu était un objet de scandale et l'adultère un crime, Jean Fouquet avait osé peindre la favorite du roi de France sous les traits d'une femme au sein nu avec un enfant sur les genoux. Pour ne pas provoquer un scandale, Fouquet avait fait croire qu'il s'agissait d'une représentation de la Vierge. Mais chacun savait que son modèle n'avait rien d'une Vierge et qu'elle était la maîtresse de Charles VII, la première favorite officielle d'un roi de France, Agnès Sorel. Pendant 7 ans à peine, celle qu'on surnommait la Dame de Beauté a exercé une telle influence sur le roi, provoqué tant de passion et déchaîné tant de jalousie, que plus de 5 siècles après sa mort mystérieuse à l'âge de 28 ans, on se demande encore si elle n'a pas été assassinée. France Inter, Cyril Sauvageau, le 30 septembre 2004. France Inter. Le mystère Agnès Sorel, bientôt examiné par des scientifiques. Plus de 550 ans après sa mort, les restes de la maîtresse du roi Charles VII ont été exhumés avant-hier à Loches, en Indre-et-Loire, avant d'être transférés dans une abbaye voisine. Les circonstances exactes de la mort d'Agnès Sorel restent aujourd'hui encore très mystérieuses. Anne-Claire Gauchard. Officiellement, Agnès Sorel a succombé à une infection. Mais son décès a été si rapide que beaucoup évoquent un empoisonnement. Philippe Charlier est paléopathologiste à Lille. Il étudie médicalement les restes humains retrouvés lors des fouilles. On va pratiquer des examens toxicologiques sur son crâne et sur d'autres prélèvements osseux disponibles. Et hypothétiquement sur des morceaux organiques, notamment des mèches de cheveux si on en trouve, puisque ça a la capacité de fixer le plomb et l'arsenic utilisés pour empoisonner les individus. Françoise Carmina, bonjour. Bonjour. Alors c'est assez extraordinaire cette enquête sur une femme qui est morte il y a 554 ans et dont vous venez d'écrire la biographie chez Perrin, Agnès Sorel, qui est peut-être d'ailleurs une des figures les plus fascinantes de notre histoire. Il y a peut-être au moins pour 3 raisons. D'abord en raison, on vient de l'entendre, des circonstances étranges de sa mort, nous en reparlerons. Peut-être aussi parce que c'était une des plus belles femmes de son temps. Mais enfin, et je voudrais qu'on commence par là, parce que bien avant d'autres favorites, je pense à Henriette d'Entragues, à Madame de Montespan, Madame de Pompadour, Agnès Sorel, je crois, a été la première maîtresse officielle d'un roi de France. Avant Charles VII, ils avaient des maîtresses, mais ils ne les montraient pas. Effectivement, ils avaient des maîtresses, et d'ailleurs ça leur causait beaucoup de difficultés avec l'Église, parce que ces maîtresses, ils voulaient les épouser. On connaît l'histoire de Philippe Auguste et de ses 3 femmes, et ils n'osaient pas justement introduire officiellement leur maîtresse, et ils voulaient répudier leur femme pour épouser celle qu'ils aimaient. Ils risquaient l'excommunication, tout simplement. Plus que ça, l'interdiction dans le royaume, qui était un châtiment terrible, puisque ça affectait toute la population. Plus de sacrements, plus de funérailles religieuses, etc. Alors, donc, Charles VII s'est montré un innovateur. Il avait lui-même eu beaucoup de liaisons, comme tous les souverains de l'époque, comme ses cousins bourguignons, comme les souverains de toutes les trônes d'Europe. Mais lui, il a, pour la première fois, introduit sa maîtresse dans la maison de la reine, d'abord pour commencer, et ensuite, il l'a consacrée officiellement. Alors, Charles VII, il faut le rappeler quand même, il a la réputation d'avoir été un roi plutôt sinistre. Il faut rappeler que c'est lui qui, d'abord, a abandonné un peu Jeanne d'Arc à son sort, alors que celle-ci l'avait remis sur le trône de France, avait fait couronner à Reims. C'est également le fils d'un roi fou. Charles VI, son père, était fou. Il a été conçu d'ailleurs dans une crise de délirium très mince, justement. Alors Charles VII n'était pas fou, mais il était cyclotimique, il était sujet à des dépressions, ce qu'on appelait son nonchaloir à cette époque-là, c'est-à-dire des moments d'abattement complet,
dont justement Jeanne d'Arc a réussi à le sortir un premier temps. Et en même temps, quand il s'était ressaisi, c'était un grand roi, c'est un très grand roi, Charles VII. Il a régné assez longtemps, et c'est lui qui a commencé, si vous voulez, la monarchie absolue en France, qui a jeté les bases de la monarchie absolue en France. Oui, mais quand même, bon, on a toujours dit roi taciturne, il y avait d'autres raisons. Donc son père était fou, il y a eu l'affaire Jeanne d'Arc, on est en pleine guerre de 100 ans, il y a une mère qui l'a trahi, c'est quand même extraordinaire. Il a eu une jeunesse épouvantable, parce que justement, il a été rejeté par ses parents par le traité de Bretigny en 1420, donc on l'a supposé bâtard. Il s'est trouvé assisté à des drames épouvantables dans son enfance, quand son oncle, le duc de Bourgogne, assassine en pleine rue son beau-frère ou son cousin, le duc d'Orléans. Ça revenait évidemment aux oreilles de ce petit garçon. Il était petit, et il a assisté à la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, avec tout ce que ça comportait d'horreur. Il a été obligé, tout jeune encore, de quitter précipitamment, enveloppé dans une couverture, justement au cours d'une émeute, Paris. Et il a assisté au meurtre de son oncle, le duc de Bourgogne, Jean sans peur, sur le pont de Montereau, qui a été perpétré par ses propres conseillers. Enfin, il a eu une jeunesse shakespearienne. Voilà, on peut ajouter qu'il est marié à une femme qu'il n'aime pas beaucoup, même s'il lui a fait, je crois, 14 enfants. Oui. C'est Marie d'Anjou. Enfin bref, tout était réuni pour faire de Charles VII le plus sinistre des rois du Moyen-Âge, jusqu'à cette rencontre imaginée dans ce film de Sacha Guitry, qui racontait très bien l'histoire, même s'il prenait beaucoup de liberté avec elle. Le roi Charles VII, qui avait sinistrement abandonné Jeanne d'Arc à son destin tragique, n'avait moralement plus guère de crédit. Son trône lui semblait un équilibre instable, et, se sachant impopulaire, il sombrait à présent dans le marasme et le remords. Mais une idée lui vint qui venait de Touraine. Quelle était donc cette personne? Sire, devenez amoureux, follement amoureux, sensuel, immoral, et pour qu'enfin nul n'en ignore, ouvertement, Seigneur, accordez-moi des droits, donnez-moi des châteaux, des bijoux et des rentes, et vous verrez bientôt tous les Parisiens conquis par votre exemple. Amoureux de l'amour, prodigue désormais, et libérez enfin de toute hypocrisie. Nommez-vous, s'il vous plaît, madame? Agnès Sorel. Agnès Sorel. Sorel. Et nous sommes en 1432. Qu'importe le millésime quand la médaille est si jolie. Et c'était un extrait de Si Paris nous était conté, la rencontre entre Agnès Sorel et Charles VII, qui allait en faire sa maîtresse, non pas en 1432 comme on vient de l'entendre, mais 11 ans plus tard, en 1443. Et le roi et sa future maîtresse, Agnès Sorel, ils ont près de 20 ans d'écart, oui, Françoise Kermina. Oui, Charles VII est né en 1403, et elle, sa date n'est pas précisée, mais les recherches dont on a parlé tout à l'heure, dans les exhumations de ses restes, indiquent une fourchette entre 1422 et 1426. Alors elle avait quand même une vingtaine d'années de moins que lui. Elle était demoiselle d'honneur, je crois, d'Isabelle de Lorraine. C'est ça. Et alors c'est important parce que, en ce qui concerne Agnès Sorel, c'est qu'elle a été élevée à la cour du roi René. Le roi René, qui était duc d'Anjou et roi de Naples, de Jérusalem, de Sicile. Où il n'avait jamais mis les pieds, d'ailleurs. Ou qu'il avait perdu, plus exactement. Oui. Mais il était, ça caractérisait que c'était un très grand mécène. Sa cour était extrêmement brillante, beaucoup plus brillante que celle du roi de France. Par conséquent, elle a été élevée dans cette cour-là, et c'est comme ça qu'elle a rencontré Charles VII, parce que le duc d'Anjou était le beau-frère de Charles VII, le mari de Marie d'Anjou, la reine de France, et ils se sont rencontrés dans le sud-est. Charles VII effectuait une campagne dans ces régions-là. Le roi René revenait justement d'Italie, où il venait de perdre toutes ses couronnes, et ils se sont rencontrés donc à Toulouse. Et Charles VII a été immédiatement ébloui par la beauté d'une des suivantes d'Isabelle de Lorraine, la duchesse d'Anjou, Agnès Sorel. Alors la beauté, c'était pas un mythe. Il faut rappeler qu'on l'appelait la dame de beauté, non pas parce qu'elle était belle, ce qui était le cas, mais parce que le roi lui avait donné le château de Beauté-sur-Marne, je crois. Mais c'est pas un mythe. Il y a ce tableau extraordinaire de Fouquet que l'on voit sur la couverture
couverture de votre livre, Françoise Carmina. C'était eh bien, cette beauté a été prouvée, justement, a été démontrée scientifiquement par les travaux du docteur Philippe Charlier. Il y a quelques mois. Il y a quelques mois, au cours de l'exhumation des restes d'Agnès Sorel. Effectivement, il a pu établir qu'elle avait ce que la légende, si vous voulez, lui donnait, une peau merveilleuse, blanche, très pure, des yeux bleus, de grands yeux bleus, et elle était blonde, en plus, très blonde. Elle était, si vous voulez, une image typique de la favorite telle qu'elle se perpétrera ensuite. Bon, presque toutes les favorites ont été blondes aux yeux bleus. Mais alors, sur ce tableau de Fouquet, j'insiste parce que vraiment, il est magnifique, il est très connu. Il est un peu scandaleux, hein. On voit quand même, ce qui est rare à l'époque, on voit un sein d'Agnès Sorel. Alors certes, ça s'appelle la Vierge de Melun ou la Vierge à l'enfant, mais enfin bon, c'était Agnès Sorel. Mais il y a quelque chose qui peut surprendre parce que c'est plus très à la mode aujourd'hui. C'est d'abord le fait, je crois que c'était très très à la mode à l'époque, les femmes s'épilaient les sourcils et même le haut du crâne. Oui, c'est ça. Et elles se tiraient même la peau, paraît-il, certaines coquettes, avec des épingles pour avoir le front le plus haut possible. Et effectivement, mais donc Agnès Sorel a suivi cette mode-là, peut-être plus qu'elle ne l'a lancée, parce que cette mode était plus ancienne. Elle venait d'Isabeau de Bavière. Isabeau de Bavière a lancé cette mode justement un peu dévergondée qu'on a reproché à Agnès Sorel. Alors après Isabeau de Bavière, il y avait eu toute la période des guerres civiles, la mode, la vie de cour s'était assoupie, et c'est ce qu'on a reproché à Agnès Sorel, c'est qu'elle a recommencé, à implanter dans la cour ce luxe, ces dépenses, ces scandaleuses tenues qui vont inquiéter beaucoup de gens. Et qui rendaient en tout cas fou le roi Charles VII qui allait couvrir Agnès Sorel de cadeaux. Je préférerais perdre une province que vous-même, Agnès. Une province, entendez-vous? Il serait mieux de nous garder toutes les deux. Et la province, et moi. Agnès, mamie. Sire Charles. Je vous donne la seigneurie de Roquecésière, en Rouergue. Je vous donne la seigneurie d'Issoudun, en Berry. Je vous donne la seigneurie de Vernon. Je vous donne la seigneurie d'Anneville. Et moi, je vous aimerai toujours, quand bien même vous me reprendriez tous ces dons. Dès aujourd'hui, vous recevrez 300 livres de pension. Je ne les prends que pour tâcher à être plus belle et à vous plaire plus encore. Dieu qui l'a fait bon regarder, la gracieuse bonne et belle, qui se pourrait d'elle se lasser? C'est une chanson du XVe siècle, à l'époque où Charles VII est tellement amoureux d'Agnès Sorel, on l'a entendu qu'il la couvre de cadeaux. Donc il y a tous ces châteaux, il y a encore, une fois, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'écrivez, Françoise Carmina, dans votre livre, ce château de Beauté-sur-Marne, hein, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Oui, et alors justement, ce qui était scandaleux, et ce qui occasionnait 100 000 murmures, dit un chroniqueur bourguignon, c'est que Charles donnait à cette jeune femme, pour le seul mérite de l'avoir dans son lit, il lui donnait des propriétés très importantes et féodales, militaires. Le château de Beauté, aussi bien que Roquecésière, Vernon et Issoudun, étaient des fiefs. Alors, il les enlevait, au lieu de les donner aux grands capitaines qui les avaient reconquis sur les Anglais, comme Vernon, par exemple, a été reconquis par Dunois, Issoudun l'a été par le connétable de Richemont. Au lieu de donner ses fiefs et ses forteresses à ces gens-là, il le donnait à sa maîtresse. Oui, c'était pas n'importe quoi. Ça faisait déjà le château de Beauté, c'était une propriété royale. Le château de Beauté-sur-Marne avait été construit par Charles V. Il y était d'ailleurs mort. Et Charles VI et Isabeau de Bavière, ils séjournaient beaucoup parce que c'était un endroit très giboyeux.
Mais c'était ça le scandale. Il donnait des forteresses militaires à cette jeune femme. Et sans compter, vous le dites, les bijoux, les fourrures, une pension considérable. Est-ce que c'était une intrigante, comme le seront toutes les favorites après elle, c'est difficile de le discerner. Elle était amoureuse, apparemment, non? On sait pas. Mais elle se laissait faire, si vous voulez. Ouais. Mais enfin, elle n'a pas refusé non plus les cadeaux qu'on lui faisait. Mais alors, il y avait, si vous voulez, il y avait un pendant positif à cette libéralité excessive du roi, c'est qu'elle dépensait, elle était très généreuse, très charitable. C'est le souvenir qu'elle a laissé. D'ailleurs, vous citiez le poème de Jacques Millet, qui le fait ressortir aussi dans l'épitaphe qu'il a fait graver sur son tombeau. Elle était très généreuse, elle a donné tous ses biens, elle distribuait ses biens aux pauvres et aux églises. Donc, alors, il y avait ce côté, ça rachetait, si vous voulez, le fait qu'elle était couverte d'or. Et puis alors donc, c'est ce qui était nouveau, Charles VII ne la cache pas, hein, il la montre, il la présente à la cour. Quelle était la réaction de l'entourage de Charles VII vis-à-vis de cette femme qui en plus avait l'audace, dites-vous, de se promener, comme Fouquet d'ailleurs l'a peint, les seins nus? Mais Charles VII était en l'occurrence assez hypocrite. Et à l'un des prêtres, enfin des aumôniers qui lui faisaient le reproche d'avoir cette femme-là auprès de lui, il disait, mais tous les rois ont le droit d'avoir un fou, moi j'ai choisi comme fou une folle, et elle tient le rôle de folle. Et effectivement, elle pouvait très bien le tenir, parce que c'est une des qualités qui explique sa faveur, en dehors de sa grande beauté. Elle était extrêmement, d'abord intelligente, une culture raffinée, et en plus très gaie, justement, c'est la différence d'âge avec. Alors, elle amusait le roi, et elle était, on dirait qu'elle était bien parlante et facétieuse, enfin, elle était très, très agréable. Il y en a une qui ne devait pas être contente, c'est la reine, parce que le roi était marié à Marie d'Anjou. Alors, mais la reine, oui, d'abord, elle était peut-être pas, la reine était très effacée. Elle était sa cousine, mais elle était mariée avec lui depuis, fiancée en tout cas depuis l'âge de prétendre. Ouais. Et alors, les Bourguignons qui ne l'aiment pas disent qu'elle était d'une laideur à faire fuir les Anglais, mais je ne crois pas que ce soit tout à fait. On n'a pas d'effigie d'elle, on a simplement une sculpture qui, je crois, est au Louvre. Et donc, elle était habituée depuis longtemps aux trahisons de Charles VII, parce que Charles VII était un homme très paillard. Il a eu beaucoup de liaisons avant. Bref, ce que vous voulez dire, c'est qu'elle se résigne. Alors, oui, c'est ça. Elle était comme Marie Legzinska, qui, à propos de la Pompadour, disait, puisqu'il en faut une, autant qu'elle soit celle-là, parce que Agnès Sorel, tout comme la Pompadour d'ailleurs, ont toujours veillé à être extrêmement respectueuses, avoir beaucoup d'égard pour la souveraine. En tout cas, il y en a un qui ne se résigne pas, c'est le fils de Charles VII, le futur Louis XI, qui a pratiquement le même âge qu'Agnès Sorel, et qui ne cache pas l'aversion que lui inspire la maîtresse de son père. Le roi mon père n'est pas ici. Il est avec ses ministres. Et vous n'êtes point avec lui? Vous savez bien, monseigneur, que je n'assiste pas au conseil. Vous n'assistez pas encore au conseil. Vous vous moquez, monseigneur. Ce n'est pas la place d'une femme. Il est vrai que ma mère, qui est reine de France, n'a jamais assisté au conseil. Mais vos pouvoirs surpassent ceux de ma mère, chacun le sait en ce royaume. Monseigneur, je veux savoir ce que vous me reprochez. Vous n'avez rien à vouloir, car vous n'êtes rien. Je viens de chez ma mère. Elle pleurait. Elle pleurait par vous, madame. Je ne puis tolérer de voir pleurer ma mère. Je n'ai que respect et amitié pour la reine. La reine n'a que faire de votre amitié. Quant au respect, vous le démontrez tous les jours à la face de tous les Français, en vous vautrant dans le lit de mon père. Vous n'êtes qu'une putain. Et vous, un mauvais fils qui reprochez à votre père son seul bonheur. Et voilà que cette putain m'insulte. Il fallait que quelqu'un eût enfin le courage de te donner ce que tu mérites. Et ce que lui donne Louis XI à Agnès Sorel, c'est une gifle parfaitement authentique, je crois, Françoise Carmina. Oui, c'est-à-dire il y a des opinions, les opinions se partagent. Les uns disent qu'il l'a giflé, d'autres qu'il l'a poursuivi de son épée. Mais enfin, c'est tout aussi offensant l'un que l'autre. En tout cas, il détestait Agnès Sorel, pas seulement parce qu'elle était la maîtresse de son père, mais à cause de sa mère, on l'a entendu, à cause également de son père. Il n'aimait pas du tout son père, en réalité, Louis XI. Non, il l'a détesté jusqu'au bout, sans d'ailleurs s'en cacher. Ouais. Mais alors, il reprochait donc, comme tous les fils n'aiment pas beaucoup les maîtresses de leur père, c'est évident, mais il y avait plus que ça. Il reprochait à Agnès d'avoir une influence politique et de soutenir le clan des ministres, surtout Pierre de Brézé et Jacques Coeur, alors que lui, Louis XI, aurait voulu participer au gouvernement. Parce que c'était pas une potiche, hein, vous le montrez bien, uniquement préoccupée de sa beauté, par sa beauté. Elle a exercé une influence, même si elle participe pas au Conseil, sur Charles VII. Elle a soutenu ces deux hommes qui ont été très marquants dans le règne de Charles VII. Jacques Coeur, hein, c'était l'inventeur de l'impôt permanent. C'est ça. Hein. Jacques Coeur a donné un
un sursaut à l'économie française. Il a rétabli ou établi des relations commerciales avec le Levant. Ces galères, on appelait ça des galets, sillonnaient toute la Méditerranée. Donc il avait un très grand poids sur le renouvellement, sur le réveil économique du pays. Et quant à Pierre de Brézé, c'est lui qui a soutenu le roi pour établir des mesures nouvelles qui étaient destinées à renforcer considérablement la monarchie, comme par exemple l'institution de l'impôt dont vous venez de parler et l'armée permanente. Autre importance d'Agnès Sorel, qui ne se contente pas de soutenir Jacques Coeur, c'est également sur le plan extérieur. C'est elle, dites-vous, Françoise Kermina, qui a poussé Charles VII à reprendre la guerre contre l'Angleterre. Au fond, et d'ailleurs, vous le dites aussi, c'est une espèce de Jeanne d'Arc, moins la virginité peut-être. Oui, c'est une Jeanne d'Arc par l'essence et non pas par l'âme. Non, c'est-à-dire que la France, quand elle est arrivée, j'allais dire au pouvoir, quand elle est arrivée à la cour, la France était en paix, enfin en trêve, plus exactement, avec l'Angleterre. Une trêve importante avait été signée en 1444 et en 1449, c'est-à-dire 5 ans plus tard, à la suite d'incidents, comme il en arrive souvent dans les trêves, dans ce genre de trêve, la guerre a repris. Ou plutôt, la guerre allait reprendre. Et Charles VII hésitait comme toujours parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il était dans une période de dépression, d'hésitation et surtout, il ne voulait pas que la France retombe dans les malheurs de la guerre dont elle était sortie depuis 5 ans. Et c'est elle et d'autres, parce que Jacques Coeur avait eu son rôle, Pierre de Brézé aussi et tous les conseillers militaires du roi, mais enfin elle aussi a incité Charles VII à reconquérir la Normandie. À ce moment-là, il n'y avait plus, les Anglais n'avaient plus que la Normandie et la Guyenne. Et elle va même le rejoindre en campagne, en plein hiver, 1449-1450, alors qu'elle est enceinte. Elle avait déjà donné trois filles, qui étaient naturelles à Charles VII. Elle est enceinte d'un 4e enfant, elle le rejoint, et c'est là qu'effectivement, elle le rejoint, je crois, parce qu'elle était jalouse d'une rivale, Françoise Kermina. Ou alors, enfin, le prétexte qu'elle a donné au roi, qui était un peu léger, pas léger, mais enfin un peu extraordinaire, c'était que elle avait appris un complot, on voulait enlever le roi, les Anglais voulaient enlever le roi, elle voulait le prévenir. Mais enfin, il était habitué au complot, Charles VII, il en avait depuis son enfance. En tout cas, elle fait une route absolument épouvantable, et elle revient à Jumièges, où elle meurt, sans doute quelques jours après son arrivée, à cause de cette escapade, le 9 février 1450, en présence de Charles VII. Que disent les médecins? La dame de beauté est perdue, sire. Elle vous attend. Ah, sire, je vous attendais. Avant de quitter cette terre, je priais Dieu qu'il me permît de vous revoir. Soyez remerciés pour le bonheur que vous m'avez donné et tous les bienfaits dont vous m'avez comblé. Agnès, je vous dois le plus grand bonheur de ma vie. C'est peu de choses que notre fragilité. Sainte Vierge Marie, priez Dieu afin qu'il me reçoive en son paradis malgré mes péchés. C'est peu de choses que notre fragilité, ce sont en effet les derniers mots d'Agnès Sorel avant sa mort, le 9 février 1450. Tout de suite d'ailleurs, comme elle avait 28 ans, qu'elle était jusque-là en bonne santé, croyait-on, on a pensé qu'elle avait été assassinée. Et d'ailleurs, c'est confirmé par les recherches qui ont été faites sur ses restes il y a quelques mois, où on a trouvé un taux anormalement élevé de mercure, je crois, dans son corps. C'est ça. Alors le mercure pouvait très bien être un médicament. On l'employait à un remède, à une thérapie. On l'employait justement dans le cas des accouchements et dans le cas des infections intestinales. Et justement, on a constaté dans ces recherches et ces expertises qu'elle avait une infection intestinale. Mais alors, ce qui est surprenant, c'est la quantité de mercure qui a été retrouvée, qui est vraiment anormale, parce que le mercure n'était pas du tout une innovation. Ce médicament était employé depuis l'Antiquité, je crois. Et donc, les médecins devaient savoir quel était le taux exact de mercure à donner à un malade. Alors là, c'est l'excès de mercure qui a inquiété Philippe Charrier, le docteur Philippe Charrier et ses collaborateurs. Mais tout de suite, on pense donc à un assassinat. Oui. On soupçonne en premier, ce qui peut paraître surprenant, puisque elle le soutenait, elle était plutôt proche de lui. On soupçonne Jacques Coeur. Oui, mais Jacques Coeur a été dénoncé par une de ses débitrices. Jacques Coeur répondait, était un créancier, il donnait de l'argent et il y a eu beaucoup de gens qui avaient des dettes vis-à-vis de lui. Alors on a trouvé peut-être judicieux ces débiteurs de le faire accuser pour que justement il soit condamné. Mais c'est intervenu dans le procès, mais ça n'a pas été,
Charles VII l'a cru. Je pense que Charles VII a cru qu'effectivement Jacques Coeur avait assassiné Agnès Sorel. Mais enfin, ce n'est pas intervenu dans l'arrêt du procès. On a laissé la question en suspens. Alors, autre soupçon, mais cela, évidemment, Charles VII ne peut pas le mettre en avant. Il s'agit de son propre fils, Louis XI, qu'on a activement soupçonné. Oui. Et il détestait, on l'a vu, il détestait Agnès Sorel. On l'a accusé. Il y a eu des chroniqueurs qui l'ont accusé tout de suite. Oui. Mais ce soupçon a beaucoup frappé Louis XI, puisqu'il répétait toujours un roi de France n'empoisonne pas. Ce n'est pas une arme qu'emploie un roi de France. Alors vous citez également d'autres suspects. Vous citez notamment justement celle qui est devenue tout de suite après, ce qui prouve bien qu'il n'était peut-être pas aussi attaché qu'on le dit à Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII, Antoinette de Maignelet. C'est ça. C'était une cousine d'Agnès. Agnès était une femme très bonne, comme je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, et elle avait pris cette cousine sous son aile protectrice et elle voulait lui assurer une carrière à la cour. Mais cette Antoinette était très belle. D'ailleurs, elle a fait une carrière de favorite formidable, puisqu'elle a fini favorite du duc de Bretagne. Elle a plaqué Charles VII. Elle est partie avec le duc de Bretagne, qui est d'ailleurs un très bel homme. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Elle a recommencé la même histoire en Bretagne. Oui, sauf qu'on parle beaucoup moins d'elle que d'Agnès Sorel. Exactement. Oui. Qu'est-ce qui explique quand même cette femme n'a gouverné, si je puis dire, le cœur de Charles VII que pendant 7 ans. La place qu'elle occupe encore dans notre imaginaire, Françoise Carmina. Vous parlez d'Agnès Sorel. Agnès Sorel. Mais parce que justement, elle a un côté magique, et je crois que c'est dû d'une part au fait qu'elle a été très rapide, enfin elle n'a pas vécu longtemps, qu'elle était extrêmement belle, et qu'on n'a finalement pas tellement de sources directes. On n'a pas de lettres d'elle, si ce n'est des lettres apocryphes. On a très peu de traces d'elle. Alors tout ce qui est à demi connu exerce forcément une magie. Des traces, on en a désormais grâce à votre livre, François Carmina. Et grâce surtout aux recherches faites par le docteur Philippe Charlier. Mais grâce à votre livre, j'insiste, Agnès Sorel, la première favorite, qui vient de paraître chez Perrin. Vous êtes également l'auteur des Montmorency, Grandeur et Desquin, publié également chez Perrin en 2002. Chez le même éditeur, vous pouvez également lire, d'ailleurs on le recevra bientôt, de Georges Minois, la biographie de Charles VII. À lire enfin, Favorite des Dames de Cœur de Pascal Arnoux, publié aux éditions du Rocher, et un très beau livre des éditions du Chêne, Souverain et Roi de France, où Claude Gauvard consacre un chapitre à Charles VII. Vous avez pu entendre des extraits de Si Paris nous était conté, de Sacha Guitry, édité par TF1 Vidéo, et de la Tribune de l'Histoire, en juin 1971, de André Castelot, Alain Decaux et Jean-François Chiappe. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Stéphane Devernay et Christophe Papon, documentation Claire Tesser et Camille Poux-Jalaguier, une réalisation de Anne Kobilac.